Bien, bonjour à toutes et tous. Je vous propose de commencer donc cette présentation qui concerne donc le bachelor en sciences biomédicales qui est proposé à la faculté de médecine de l'Université de Genève. Et donc, c'est le professeur Pierre Cosson, responsable de programme, qui interviendra avec moi dans cette présentation. Et donc, pour ma part, je suis conseillère académique, c'est-à-dire que j'accompagne nos étudiants pour les aider dans leur orientation dans le monde universitaire. Cette présentation elle va se répartir en 4 grandes parties. Dans un premier temps, je vais vous présenter donc le programme complet de bachelor, master en sciences biomédicales. Et puis ensuite, donc, je passerai un petit peu de temps sur la première année à la faculté de médecine pour vous expliquer ce qui vous attend si jamais vous nous rejoignez. Et puis, Pierre Cosson vous présentera quelques exemples d'activités pédagogiques que l'on propose en bachelor. Et il vous parlera également des débouchés professionnels à l'issue de la formation en sciences biomédicales. Donc, tout d'abord, ce cursus de bachelor-master en sciences biomédicales. Donc, à l'origine, ce bachelor, on l'a créé parce qu'on a constaté qu'on avait beaucoup d'étudiants qui venaient à la faculté de médecine pour faire des études parce qu'ils étaient intéressés par le domaine de la santé, par le fonctionnement du corps humain, etc. Mais qu'en réalité, ils ne voulaient pas du tout être au contact des patients. Ils ne se destinaient pas du tout à une formation pour devenir soignants. Donc, on a décidé de créer un nouveau cursus qui permettrait de répondre à la demande de ces étudiants intéressés par le domaine de la santé, mais qui se destinent plutôt à aller travailler dans l'industrie ou dans le monde de la recherche. Donc, ce cursus, on l'a créé en septembre 2017 et avant ça, on a fait une étude de marché pour voir quelles étaient les possibilités dans le secteur des sciences du vivant en Suisse romande. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est regarder en fait quelle était la quantité d'entreprises disponibles en Suisse romande. Et on s'est aperçu que donc on avait de très nombreuses sociétés qui étaient à disposition sur la région, environ 650 sociétés dans le domaine très large des sciences de la vie, que ce soit donc que ce soit des entreprises dans le domaine pharmaceutique ou que ce soit des startups de biotechnologie. Donc, on a englobé en fait toutes ces industries, toutes ces institutions dans notre étude de marché. Ensuite, on a regardé comment ces entreprises, elles embauchaient dans le secteur des sciences du vivant. Donc, on a regardé quelles étaient les offres d'emploi qui étaient publiées tous les mois. Donc, on a fait ça sur à peu près 6 mois. Et on a regardé comment ces offres d'emploi se répartissent. Et on a vu que le monde académique, c'est-à-dire un travail à l'université, par exemple, ça représente seulement 6% des offres d'emploi qui sont publiées chaque mois. Il y a aussi un tout petit pourcentage qui représente la recherche appliquée. Et on s'est aperçu que la production, c'était un domaine assez porteur dans la région, qu'il y avait beaucoup d'emplois dans ce domaine, et également beaucoup d'offres d'emploi disponibles dans le domaine du développement de produits de santé, de dispositifs médicaux ou de médicaments. Et puis ensuite, on a regardé quel était le niveau d'études demandé pour accéder à ces offres d'emploi. Et on s'est aperçu que les étudiants qui sortent avec un niveau bachelor, donc seulement 3 années après l'obtention de la maturité, ils ont accès à seulement un quart des offres d'emploi publiées sur le marché. Et si vous avez un niveau master, au contraire, vous arrivez à avoir 3 quarts des offres d'emploi qui sont accessibles. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand on commence des études universitaires, c'est vrai pour les sciences biomédicales, mais c'est vrai pour tous les cursus universitaires, on s'engage dans des études qui sont plutôt longues parce qu'il faut au moins avoir fait 5 ans d'études après la maturité pour accéder à la plus grande proposition d'offres d'emploi. Et puis ensuite, pour le quart restant, ce que j'ai indiqué comme étant PhD et postdoc sur ma diapositive, c'est donc pour des études, c'est pour des personnes qui ont fait un doctorat et qui se destinent plutôt à aller travailler dans le domaine académique en tant que chercheur. Donc ça nous a permis de savoir qu'effectivement, si on voulait créer un cursus en sciences biomédicales, il nous fallait avoir au moins une formation de bachelor et de master, donc 5 années au total pour proposer une formation adéquate à nos étudiants. Et puis ensuite, on est allé rencontrer ces entreprises qui recrutaient dans la région pour comprendre quels étaient leurs besoins, comment ils recrutaient leurs candidats. Et donc, on a écouté la liste de toutes les compétences que devait avoir le candidat idéal.
Parmi ces compétences qu'ils ont mentionnées comme étant indispensables, c'est la première chose, c'est d'avoir des connaissances biomédicales. Donc, en fait, ils recherchent des scientifiques, des personnes qui sachent exactement comment fonctionne le corps humain, comment également les pathologies se développent et comment on peut faire en sorte de traiter ces pathologies. Donc, des personnes qui ont vraiment un esprit scientifique et qui connaissent très bien le monde biomédical, c'est-à-dire tout ce qui concerne le fonctionnement du corps humain. Ensuite, ils recherchent également des candidats qui sont au courant des différentes étapes qui surviennent au moment du développement d'un produit de santé. Donc, des personnes qui sachent exactement quelles sont toutes les étapes qui permettent de mettre sur le marché un produit de santé, donc que ce soit au moment de la découverte, au moment du développement, les essais cliniques, les autorisations de mise sur le marché, et puis également ce qui permet de suivre ce produit de santé une fois qu'il est commercialisé. Donc, des personnes qui sachent exactement où interviennent chacun de ces processus, comment se fait cette phase de développement et de mise sur le marché d'un produit de santé. Ils recherchent également des personnes qui sachent communiquer à l'écrit et à l'oral, donc de la communication scientifique, des personnes qui sachent exactement de quoi elles parlent et qui sachent exactement aussi communiquer en français et en anglais. Pour eux, c'était indispensable. Aujourd'hui, toute la communication se fait en anglais. Donc, ils recherchaient des personnes à l'aise pour communiquer en français et en anglais dans le domaine scientifique. Et puis, ils ont également mentionné le besoin d'avoir des candidats qui aient déjà une première expérience en entreprise, donc des candidats qui auraient déjà fait au moins 6 mois de stage avant de venir sur le marché de l'emploi. Donc, avec toutes ces informations, on a décidé de créer ce fameux cursus de bachelor-master en sciences biomédicales. Donc, ce bachelor s'organise sur 3 ans, le master sur 2 ans, et puis différents cours sont répartis sur ces différentes années. En première année, on voit que la majorité du temps d'études de nos étudiants est consacrée aux sciences médicales de base, donc c'est tout ce qui touche au fonctionnement du corps humain, la physiologie, l'anatomie par exemple. Et puis, ils ont également des cours de sciences fondamentales, comme la chimie, et des cours de méthodologie scientifique, où dès la première année, on leur apprend à communiquer à l'écrit et à l'oral. Et puis, après, les deuxième et troisième années sont assez similaires. On voit qu'on a toujours des sciences médicales de base qui se prolongent en deuxième et troisième année de bachelor. Et puis, on voit apparaître une petite composante en sciences pharmaceutiques et également des cours de biologie et société. Donc, ça va être par exemple des cours de droit du vivant et des cours de biologie et technologie. Donc là, c'est tout ce qui va toucher aux activités de laboratoire, par exemple, les travaux pratiques, la biochimie, etc. Et puis, on leur propose également des cours en anglais en deuxième et des cours d'anglais, d'accord, pour apprendre la langue anglaise, pour obtenir un niveau C1 en deuxième et troisième année de bachelor. Et puis, en master, on voit qu'il n'y a plus du tout de sciences médicales de base et que la majorité du temps est consacrée aux sciences pharmaceutiques, donc la pharmacologie ou la toxicologie, par exemple. Et puis, on voit encore des composantes de biologie et société, de biotechnologie et de méthodologie scientifique. Et la dernière année de master est une année complète de stage en entreprise et dans des laboratoires de recherche. Donc, cette formation de bachelor-master, on l'a proposée depuis septembre 2017 et la première année est particulière puisque cette première année elle ressemble beaucoup à toutes les premières années qui sont proposées à la faculté de médecine. Donc, je vous l'ai dit, la majorité du temps d'études de nos étudiants, c'est les sciences médicales de base, donc la physiologie, l'histologie, l'anatomie, et puis aussi ce qu'on appelle les cas de liaison, c'est donc l'étude d'une pathologie, la mucoviscidose et de l'athérosclérose. Et puis, ils ont également des cours de sciences fondamentales, donc c'est la physique, la chimie, et également une partie qu'on appelle statistique pour médecins, donc c'est quelques cours de statistiques. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 2 grands modules de cours se font en commun avec les étudiants de médecine humaine et de médecine dentaire. Donc, c'est les mêmes cours, aux mêmes horaires, dans les mêmes auditoires que les étudiants en médecine. Et puis ensuite, les étudiants en médecine ont des cours qui sont propres à leur parcours et nous, on propose d'autres cours à nos étudiants qu'on a nommé donc cours de sciences biomédicales où on leur apprend à communiquer à l'écrit et à l'oral
On leur propose également un renforcement sur le programme de statistiques avec des activités, des exercices sur ce programme de statistiques. Et ils ont également des cours d'introduction aux sciences biomédicales où là, c'est 1 heure par semaine, un intervenant du monde biomédical qui vient parler de son parcours et de son quotidien pour que les étudiants commencent à se forger une idée de leur parcours, de ce qu'ils souhaiteraient faire à l'issue de cette formation. Donc, une partie des cours est en commun avec les médecins, les étudiants en médecine humaine et en médecine dentaire. Et l'examen à la fin est différent. Donc, ce qui veut dire que quand vous vous inscrivez à la faculté de médecine de Genève, vous devez, au moment de votre inscription, choisir si vous voulez faire médecine humaine, médecine dentaire ou sciences biomédicales. Même si certains cours sont en commun, l'examen final est complètement différent. Donc, vous devez choisir au moment de votre inscription. Vous ne pourrez pas basculer d'une filière à l'autre en cours d'année ou à la fin de l'année. Donc, les sciences médicales de base et les sciences fondamentales sont évaluées par QCM, donc des questions à choix multiples. Vous avez un énoncé, 5 items de réponse, il faut choisir la réponse la plus juste. Et les sciences biomédicales sont également évaluées par QCM, mais également avec des questions courtes. Donc, vous avez un énoncé et quelques lignes pour développer votre réponse à cette question, et une partie rédactionnelle. L'ensemble de ces 3 épreuves vous donnera un score qui permettra d'avoir une note d'écrit. Et les étudiants qui ont réussi l'examen écrit ont ensuite accès à une deuxième partie de l'examen qui se fait à l'oral et qui permet également d'avoir une note orale. Donc, on entraîne nos étudiants à cet exercice pendant toute l'année en leur proposant des simulations de cet examen à l'oral. Et puis, à la fin, on met en commun les 2 notes qu'ils ont obtenues, une note d'écrit et une note d'oral, afin d'avoir une note globale unique. Et si la note est supérieure ou égale à 4, tous les étudiants qui ont obtenu cette note ou une note au-dessus sont admis en deuxième année de sciences biomédicales. Donc ça, c'est un point important que je voulais mentionner. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas un nombre de places limité en deuxième année de sciences biomédicales. C'est une formation qui est à la faculté de médecine, mais il n'y a pas de concours. Le concours, il est propre à la formation de médecine humaine ou de médecine dentaire. En sciences biomédicales, c'est un cursus classique où tous les étudiants qui réussissent leur première année ont accès à la deuxième année de formation de bachelor. Et maintenant, je vais laisser la parole à Pierre pour vous présenter les activités pédagogiques. Oui, je voudrais reprendre 1 ou 2 points avant de continuer cette présentation. Donc, ce que vous disait Jackie, c'est que, en fait, d'une part, on pense qu'il y a un gros besoin du côté des entreprises dans le domaine des sciences biomédicales dans la région. Quand on est allé interviewer une cinquantaine d'entreprises, un des messages principaux qu'on a reçus, c'est on ne trouve pas dans la région les professionnels dont on a besoin. Et le deuxième point, c'est qu'on pense qu'il y a un gros besoin du côté des étudiants pour une formation comme ça, parce qu'il y a énormément d'étudiants en première année de sciences de la vie, et puis, somme toute, il en reste à la fin du bachelor moins d'un tiers. Donc, beaucoup d'entre vous sont limités dans leurs études par le manque d'une offre plus complète. Donc, notre but, c'était de remplir cet objectif. Je voudrais vous décrire brièvement une activité pédagogique en réalité principale qu'on a. C'est pour vous donner un exemple du type de choses que vous ferez en deuxième et en troisième année, pas en première année de médecine. Et notre objectif, c'est de réussir à avoir des activités d'enseignement qui sont en conditions réelles. Et ça, c'est un exemple. C'est un travail qui se fait en groupe de 5 ou 6 étudiants avec un tuteur ou 2. Et le point de départ de ce travail, c'est un article scientifique. Ça, c'est tout début de deuxième année. Point de départ, un article scientifique de complexité, on va dire, moyenne, comme celui que je vous montre ici. Vous voyez, c'est comme ça, juste à voir, première page de l'article, c'est dense, c'est pas facile à lire. Et ce qu'on veut faire avec cet article, c'est le transformer en, Jackie, en un article qui est un texte de revue scientifique intéressant à lire et qui est soumis pour publication à la Revue médicale suisse. La Revue médicale suisse, c'est la revue de référence dans le monde médical en Suisse romande. Ça tire à plus de 5000 exemplaires chacun de ces numéros, plus bien sûr, maintenant, c'est devenu un média électronique. Et vous voyez, si on met côte à côte ces 2 articles, celui de départ et puis celui d'arrivée, celui de gauche fait moins envie à lire que celui de droite.
très clairement, celui de gauche est beaucoup plus compliqué que celui de droite, d'autant que celui de droite fait une page et celui de gauche en fait 7. Et si vous regardez même une phrase dans ces articles, l'un et l'autre, Jackie, vous voyez, à gauche, ça c'est ce qu'on lit dans le vrai article. Empathy for pain activates brain areas partially overlapping with those underpinning the first-hand experience of pain. Si vous traduisez ça en français et en langage courant, ça donne souffrir pour un autre. Est-ce vraiment souffrir? Le travail qui consiste à prendre un article scientifique, un vrai article scientifique, et à le transformer en un article qui explique le contenu de cet article et qui est lisible par chacun d'entre nous, c'est un travail qui n'est pas un pur travail de communication et d'écriture, c'est aussi un énorme travail d'analyse, parce qu'il faut vraiment avoir parfaitement compris ce qu'il y a dans l'article scientifique de départ pour être capable d'en faire quelque chose qui est compréhensible et lisible par nous tous. En fait, c'est un travail d'analyse et puis, secondairement, de communication scientifique qu'on fait dans ce cas-là. Ça, c'est un exemple des choses qu'on fait dans les deuxième et troisième années. On a beaucoup d'activités qu'on pourrait passer en revue, beaucoup de travaux pratiques en particulier, qui, chacun d'entre eux, sont des programmes soit de recherche, soit de recherche appliquée. Et dans tous les cas, on essaye de travailler en conditions réelles, on fait des vraies expériences dont on a vraiment besoin. Et c'est ce résultat que vous voyez ici. C'est quelque chose de sympathique à dire, je le dis, dans le cursus en sciences biomédicales, autant que possible, on a essayé de vous faire des choses qui ont un sens direct et parfaitement compréhensible et qui sont utiles. Le deuxième point que je voudrais voir avec vous plus en détail, ce sont les débouchés professionnels en sciences biomédicales. Et alors là, on a un problème de riche qui est qu'on a énormément de débouchés et donc beaucoup de mal à vous donner un débouché qui soit le débouché principal de tout ce cursus. Dans l'ensemble de votre formation, il va y avoir deux types d'éléments. Une partie très, très scientifique, vous voyez, génomique, statistique, sciences médicales, sciences fondamentales, biotechnologie, ça c'est vraiment de la science pure. Et puis il va y avoir des choses qui sont soit plus appliquées, soit qui ont plus à voir avec des enjeux de société. Par exemple, vous faites de l'éthique, vous faites du droit du vivant, vous examinez les enjeux de société qui sont liés à la production de médicaments, les enjeux de production sur le site de production, domaine très intéressant. Et en fait, toutes ces compétences, ce sont les compétences qui sont nécessaires pour le développement d'un traitement ou d'un produit de santé. Dans la vraie vie, vous ne serez jamais le spécialiste dans chacune de ces spécialités, ce n'est pas possible. Vous serez spécialisé dans un domaine, par exemple, vous serez spécialisé en génomique, et puis vous participerez au développement d'un produit de santé. Alors typiquement, dans ce cas-là, ce sera probablement un médicament, et ça vous permettra, avec toute une équipe, de travailler au développement de ce produit de santé. Vous serez le spécialiste de génomique, un autre sera le spécialiste de biotechnologie qui se soucie plus des problèmes de production, par exemple. Et une compétence centrale que toutes les entreprises nous ont identifiée comme étant la chose qu'il faut absolument savoir faire, c'est savoir communiquer entre toutes ces fonctions. Parce que vous voyez, pour développer un traitement, eh bien, il faut assembler des spécialistes, des dizaines et des dizaines de spécialistes différents. Et ça, ce sont les postes auxquels vous pouvez prétendre quand vous sortez de ce cursus. Alors, si on reprend ça dans la perspective maintenant du temps d'un développement d'un produit de santé, le développement d'un produit de santé, ça démarre dans la recherche fondamentale, la découverte vraiment. On arrive dans la recherche préclinique, comment s'assurer que ce traitement qui avait l'air prometteur fonctionne vraiment. On arrive dans la production, il faut être capable de produire ce médicament ou dispositif médical, les essais cliniques pour vérifier qu'il marche, la mise sur le marché de ce produit, et puis le suivi de ce produit une fois qu'il a été mis sur le marché pour s'assurer par exemple qu'il n'a pas d'effets secondaires qu'on n'avait pas prévus et qu'on n'avait pas repérés pendant les essais cliniques. Et ça vous fait vous promener depuis le monde académique, qui est celui qui est responsable de la recherche fondamentale, aux startups qui typiquement
font les premières étapes de développement des médicaments, et puis à l'industrie pharmaceutique et aux hôpitaux qui gèrent les étapes successives de développement. Donc, vous voyez, mon problème quand j'essaye de vous décrire c'est quoi le débouché de ce cursus, c'est qu'il y a trop de débouchés pour que je vous les décrive tous. Alors, je vais vous en citer 3 exemples rapidement. Le premier, c'est, prenons le cas de Cheryl. Voilà, elle est chercheuse, et typiquement, elle travaille dans un laboratoire universitaire ou dans une start-up. Son quotidien, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des expériences. Il ne faut pas croire qu'elle fait que de faire des expériences à la paillasse. Elle passe beaucoup de temps à écrire ou à lire des articles scientifiques. Elle organise un laboratoire pour que ça fonctionne. Et en général, si elle est du côté labo universitaire, elle enseigne. Dans le cursus, ce qui lui correspond le plus, c'est l'analyse scientifique, le gros travail d'analyse scientifique qu'on lui a appris à faire pendant ce cursus. Et dans son quotidien de chercheuse, elle parle beaucoup à typiquement des gens qui font de la recherche clinique, parce que son boulot à elle, ça va être de faire de la découverte, et puis de passer ces molécules, par exemple, prometteuses, aux gens qui vont pouvoir tester si vraiment ça fonctionne en recherche clinique. Un autre exemple, c'est plus tard dans ce développement, une fois qu'on a découvert une molécule, une fois qu'on dit « Ah oui, oui, c'est très, très prometteur, ça a l'air de quelque chose d'intéressant, encore faut-il être capable de la produire. » Et ça, aujourd'hui, c'est devenu un énorme travail, c'est une spécialité, d'ailleurs c'est une spécialité de la Suisse romande. On a beaucoup d'usines de production en Suisse romande parce que la production de produits de santé, c'est vraiment une spécialité qui demande énormément de compétences, qui demande énormément de compétences au même endroit, et ça, la Suisse romande est très forte là-dessus. Alors Prosper, par exemple, qui est ingénieur de production, il travaille où sur un site de production. On en a beaucoup dans la région. Et en particulier ceux qui traitent des processus de production difficiles. Typiquement, quand on met en place un processus de production, il faut comprendre ce qu'on fait, bien sûr, mais il faut être capable de, par exemple, choisir les bonnes cellules pour produire une protéine compliquée avec des bons rendements. Et puis, on commence par des petits tests à petite échelle, puis après, il faut être capable de passer dans des très grands volumes pour avoir des très grosses quantités. C'est un travail pour des gens qui sont intéressés par la biotechnologie, qui sont intéressés par tout ce monde de production de molécules complexes biologiques. Les gens qui font de la production, ils ne sont pas du tout dans leur petite usine à faire un truc sans parler à personne. En fait, ils sont en contact avec tout le monde. Ils sont en contact avec les chercheurs, ils sont en contact avec la recherche clinique, parce que c'est eux qui leur fournissent le matériel dont ils ont besoin. Ils sont aussi en contact avec tous les gens qui vont mettre sur le marché un médicament pour s'assurer qu'ils sont capables de le produire et qu'il sera conforme aux normes que vont fixer les essais de recherche clinique. Le troisième et le dernier exemple que je veux vous montrer, c'est un exemple plus tardivement dans le développement au niveau des essais cliniques. Le cas que je vous cite, c'est celui de Clémence qui a fait de la recherche clinique. Et elle travaille donc typiquement dans un hôpital ou dans une entreprise pharmaceutique. Son travail, c'est d'organiser et puis d'assurer le suivi des essais cliniques. Donc, ce n'est pas elle qui est en contact avec les patients, c'est elle qui dirige une équipe et leur dit ce qu'il faut faire pour quel patient traiter avec quoi, comment faire le suivi, ce qu'il faut récupérer comme information de chacun des patients pour vérifier que le médicament fonctionne. Alors typiquement, c'est un boulot où il y a beaucoup de statistiques, il y a beaucoup de sciences médicales. Il faut comprendre comment fonctionne le corps humain, il faut comprendre les statistiques pour être capable de repérer il marche ou il ne marche pas ce traitement. Il y a des effets secondaires ou il n'y a pas d'effets secondaires. Sont-ils graves ou ne sont-ils pas graves? C'est des gens qui vont être au contact avec des médecins, typiquement, dans leur quotidien, mais aussi côté entreprise, avec les gens qui, dans l'entreprise, sont chargés de suivre le développement des médicaments, ce qu'on appelle les affaires réglementaires. Donc, ça, c'est 3 exemples. Dans la liste des types de postes qui correspondent à la formation que vous allez suivre, il y a au moins une centaine de postes différents, donc on effleure à peine le sujet ici. Je tenais à vous donner des exemples pour vous montrer que finalement, vous avez une variété assez grande de postes à la sortie et que vous aurez l'occasion, en cours d'études, de choisir ce qui vous plaît le plus et puis de vous diriger ensuite vers ces fonctions. Voilà, on a fini cette présentation.